Bonjour à tous les trois. Je vous invite à prendre un micro voilà, placé devant vous. Donc, on va voir avec vous, on va faire un point sur cette stratégie emploi-compétences de la planification écologique en commençant avec vous, Frédéric Jobert, par rappeler les enjeux et puis quelques éléments de calendrier. Ça a été dit tout à l'heure par Cédric Audenis. En juillet 2023, d'ailleurs, juillet 2023, date à laquelle a eu lieu la dernière conférence des métiers et des compétences, a été annoncé un plan. Quelles ont été les priorités, petit mot de rappel, en termes de planification écologique du SGPE à cette occasion? Parfait, merci beaucoup Nicolas. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de replacer un peu ces travaux, qui ne sont pas que les travaux du SGPE d'ailleurs, hein, qui sont animés par le SGPE, mais qui mobilisent l'ensemble des ministères et des administrations représentées aujourd'hui, et que je remercie. Donc comme vous le savez, il y a eu un temps 1 de la planification écologique qui nous a permis de poser sur la table un plan, des trajectoires, secteur par secteur, thème par thème, des points de passage importants et en gros un chemin à tenir au moins jusqu'à 2030. Donc ça a été présenté, validé, porté par le président de la République en juillet 2023. Ensuite a démarré le temps 2. Ce temps 2, je dirais qu'il a d'abord, l'objectif, c'est de s'assurer que le plan qui a été posé, et ça a été rappelé et par Cédric, et par la ministre, soit pas uniquement, je dirais, un bout de papier ou une grande trajectoire, mais qui s'incarne véritablement dans l'ensemble de nos politiques publiques. Donc il s'agit de travailler avec l'ensemble des ministères, à s'assurer que notre politique réglementaire, fiscale, l'ensemble de nos politiques publiques diverses et variées soient cohérentes avec les objectifs que l'on porte. C'est un travail qui est monumental et je pense qu'on est juste au début de ce travail-là. Et puis ensuite, effectivement, et c'est l'objet de votre question, Nicolas, ce temps 2, il a eu pour objectif d'ouvrir, je dirais, trois frontières nouvelles. La première, et on en parlera, je crois, avec PACA, la territorialisation, c'est-à-dire s'assurer que la planification ou le plan, ça ne soit pas une vision strictement nationale qui, en fait, est certes importante, mais ne correspond à aucune réalité d'aucun territoire. Donc l'idée est de porter le plan au niveau des territoires et d'engager les collectivités locales, l'ensemble des parties prenantes localement, à s'approprier ce que ça veut dire à l'échelle de leur territoire, en essayant au maximum de s'adapter aux contraintes de leur territoire, aux spécificités de leur territoire. Et donc, les objectifs de l'agriculture ne sont pas les mêmes en PACA qu'en Bretagne, les objectifs de l'industrie ne sont pas les mêmes en Hauts-de-France que dans la Creuse, etc. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher de la réalité de terrain. Le deuxième, c'est de s'assurer qu'on fasse ce qu'on a dit qu'on ferait. Et donc de se mobiliser tous, tout ministère, toute administration, à se donner des points de passage devant nos plus hautes autorités, donc en l'occurrence les directeurs de cabinet de Matignon et de l'Élysée, pour prendre terme par thème quels étaient l'objectif que l'on s'était assigné, qu'est-ce que l'on avait dit qu'on ferait et où est-ce qu'on en est. Donc on a fait un premier cycle de ces revues de planification écologique. Ce n'est pas un exercice facile parce qu'on n'a pas l'habitude, c'est facile de porter un plan, on a moins l'habitude tous ensemble que l'on est à se dire ça avance peut-être un petit peu moins vite que ce qu'on avait prévu. En tout cas, on n'a pas l'habitude de se le dire aussi ouvertement et devant les plus hautes autorités. Donc je pense que c'est un exercice qui est difficile mais néanmoins salvateur. Et puis la troisième frontière, c'est de s'assurer qu'on travaille aux conditions de réussite de cette planification écologique et en premier lieu la stratégie emploi et compétences. Il n'y a pas que ça, hein, mais il y a un certain nombre de bouclages physiques et humains pour que ce plan, encore une fois, s'incarne dans la réalité des Françaises et des Français. Il y a trois leviers principalement, une vision quantitative, des plans d'action sectoriels et ensuite une démarche de territorialisation. Quelle stratégie avez-vous mis en œuvre pour répondre à ces trois leviers, ces trois objectifs? Je dirais que et on y reviendra sans doute, mais le premier, comme d'habitude, hein, c'est d'essayer de disposer d'une vision commune, d'un langage commun. Donc je pense, si je résume globalement, et ça a été très bien dit là aussi par la ministre et par Cédric, mais on a trois grands sujets devant nous. Le premier est que certains secteurs sont déjà en tension de recrutement. Le deuxième est que certains secteurs font face à de la destruction créatrice. Et le troisième, c'est qu'on a beaucoup de politiques publiques qui malheureusement ne se parlent pas très bien et sont parfois un petit peu en silo. Et donc l'idée, c'est de poser des chiffres, de poser un diagnostic commun. Donc le premier travail, il a été constitué à dire de quoi parle-t-on, comment est-ce qu'on peut segmenter les emplois, est-ce qu'on peut mettre la même définition en face de chaque emploi, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'un emploi est plutôt vert, plutôt brun, plutôt neutre, etc. Quels sont ceux qui servent la transition, quels sont ceux qui le servent moins, à quelle échéance, et comment est-ce qu'on peut
je dirais, mettre derrière des grands principes de tel métier est en tension, mettre un chiffre. En fait, il nous faut 250 000 personnes en 2030. Bon. Donc, le premier sujet, c'est de sortir ça, d'identifier typiquement qu'il nous faut former de l'ordre de 3 millions de personnes d'ici à 2030. Former 3 millions de personnes d'ici à 2030, c'est radical, parce que ça veut dire que s'il faut faire évoluer nos politiques publiques en matière de formation et qu'elles aient un impact d'ici 2030, c'est-à-dire qu'on n'a en fait que quelques années devant nous, en vérité que 2 ans maximum, 3 ans peut-être pour avoir un impact et espérer modifier ce gros paquebot, la trajectoire de ce gros paquebot d'ici à 2030. Ensuite, ça a été dit, je pense que l'enjeu, c'est qu'on avance tous ensemble. Donc c'est pour ça qu'on s'est bien sûr beaucoup appuyé sur les travaux de France Stratégie qui eux-mêmes étaient très collectifs, qu'on travaille le maximum avec France Travail, que l'idée que ça soit la responsabilité de l'ensemble des ministères. Je suis ravi en tout cas que la ministre l'ait rappelé. Alors vous le disiez, près de 3 millions de personnes à former, 8 millions de personnes qui sont concernées. Dès lors, quels sont les enjeux, à la fois pour les politiques publiques de l'emploi et de la formation, et également pour notre système de formation initiale comme continue? Comment être rapide? Peut-être pour répondre rapidement à cette question, ce qui est frappant, c'est que vu de loin, on pourrait croire qu'on n'a pas de problème de moyens. Quand on fait pour former ces 3 millions de personnes, on les rapporte ensuite en nombre de personnes à former par an. Donc combien dispose-t-on de places de formation chaque année? Lorsqu'on fait la somme brute, on a à peu près le bon nombre de places de formation, c'est-à-dire le bon nombre de professeurs, le nombre d'offres de stage, etc. au total, grosso modo. En fait, le problème est que le diable est dans les détails et que, d'une part, la répartition sectorielle de ces offres de formation n'est pas adaptée à nos besoins. On a plus d'offres dans certains endroits, moins dans d'autres. D'autre part, que l'offre géographique n'est pas adaptée. Je pense qu'on en parlera quand on viendra sur les sujets PACA. Donc, on peut avoir effectivement beaucoup de place dans une région et ce qui ne correspond pas aux besoins de cette région n'est pas assez dans une autre. Et troisièmement, c'est pas parce qu'on a des places de formation que les gens veulent forcément y aller. Et ça, je pense que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'il nous faut, nous, construire des politiques publiques qui permettent d'offrir la bonne offre de formation à la fois pour les primo-accédants, à la fois pour les actifs, à la fois pour les personnes en transition, les formateurs. Mais il faut aussi qu'on crée de l'attirance, de l'attraction, un récit qui permette à tous ces gens-là de vouloir postuler, de vouloir rentrer dans ces formations avec enthousiasme, et non pas parce que, quelque part, c'est la seule formation qu'on leur propose ou c'est la seule formation auquel ils peuvent accéder. Parce qu'à ce rythme-là, dans ce cas-là, en général, les personnes se forment, mais en fait vont travailler ailleurs que dans le secteur dans lequel ils ont été formés. Donc ces 3 enjeux, c'est adapter l'offre de formation, s'assurer qu'on engage les gens dans ces heures de formation et que ces heures de formation elles soient suffisamment efficaces, utiles pour que quand on sort de cette formation, on travaille dans le secteur visé. Donc des actions à mener à différents niveaux, à destination des jeunes, des actifs en poste, des demandeurs d'emploi. S'agissant des demandeurs d'emploi, quels sont les enjeux plus spécifiquement en lien avec France Travail? C'est pour moi toujours. Question pour vous, puis après on verra comment... Alors je vais évidemment être beaucoup moins compétent que madame, mais vous compléterez. Quelle articulation en fait avec France Travail? Puis on demandera ensuite bien sûr à Charline Nicolas comment France Travail s'organise en lien avec sa nouvelle gouvernance vis-à-vis de ces enjeux. Je dirais que là, je pense qu'il faut agir à 2 niveaux sans doute. Le premier, c'est anticiper. On l'a dit, qu'on a des secteurs en transition. Donc, on va conserver un secteur automobile, on va conserver un secteur agricole, on va conserver tous ces secteurs, mais à l'intérieur de ces secteurs, certains emplois seront moins utiles que d'autres. En tout cas, quantitativement, on va avoir des transitions à opérer. Donc, je pense qu'un des premiers sujets, et d'ailleurs les filières industrielles sont évidemment là-dessus, ils n'ont pas attendu l'État pour le faire, et c'est tant mieux, mais comment est-ce qu'on conserve ces positions, ces personnes en emploi, mais à les adapter à l'évolution du contexte de leur emploi, leur apporter de nouvelles compétences, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ces personnes, et pardon, mais ne passent pas par la case du chômage, mais acquièrent au fur et à mesure les compétences. Et puis ensuite aller offrir les bonnes offres de formation, et puis construire un projet de réorientation qui parte à la fois des désirs de la personne et en même temps qui soit aussi assez réaliste sur les besoins du pays. C'est tout le travail de France Travail. Moi, ma réponse est qu'il faut, encore une fois, travailler à 2 niveaux. Le plus possible remonter la rivière pour éviter de générer des goulots d'étranglement par ailleurs. Merci. Alors, Charline Nicolas, donc vous êtes DGA, stratégie affaires institutionnelles à France Travail. Votre périmètre recouvre RSE Innovation, trajectoire bas carbone au sein de France Travail,
sensibilisation des demandeurs d'emploi sur la transition écologique, gouvernance, relations institutionnelles. Vous allez bientôt formaliser une feuille de route liée à la transition écologique avec le SGPE. De quelle manière est-ce que cette planification écologique s'inscrit-elle dans la mise en place de France Travail? Bonjour à tous. Tout d'abord, peut-être vous dire à titre liminaire qu'on ne part pas d'une page blanche. Sous l'empire de feu Pôle emploi, il y avait eu un certain nombre d'actions et d'initiatives en matière de transition écologique. Mais aujourd'hui, il est vrai que dans la lignée des travaux qu'on conduit en collaboration avec le SGPE, on se dote désormais d'une stratégie, je dirais, systémique pour l'ensemble de l'établissement. Plusieurs facteurs à cela. Un facteur très concret, très opérationnel, la demande de nos tutelles, la demande de nos financeurs, l'État et l'UNEDIC, d'inscrire dans notre convention tripartite 2024-2027, c'est ce texte qui cadre nos grandes orientations, la transition écologique et l'accompagnement de l'évolution des métiers et des compétences en la matière. Je le souligne parce que vous aurez un débat tout à l'heure avec les partenaires sociaux. C'est la première fois que dans le mandat donné à l'UNEDIC, aux partenaires sociaux pour négocier cette convention, qu'ils ont inscrit cet objectif-là pour l'opérateur. Et l'État, évidemment, a été pleinement en accord avec cette grande orientation. Donc ça, je dirais que c'est le facteur un peu élémentaire de notre gouvernance. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont, et vous l'avez rappelé, plus génériques, liés à la mise en place de la loi pour le plein emploi et qui, à la réflexion, on estime, en tous les cas à France Travail, vont considérablement permettre d'amplifier notre action en matière d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises en matière d'évolution et de structuration de la réponse à la transition écologique. La première, c'est notre promesse d'aller chercher davantage d'entreprises. Aujourd'hui, France Travail accompagne grosso modo environ 25% des entreprises qui ont déposé une offre d'emploi. C'est beaucoup, c'est très peu. On veut aller bien au-delà de ce chiffre pour devenir, comme le dit le directeur général souvent, un véritable partenaire RH des entreprises. Ça veut dire aller démarcher plus d'entreprises, mais ça veut dire également les accompagner de manière beaucoup plus intégrée. Bien sûr, répondre à leurs besoins de recrutement immédiats, mais aussi anticiper l'évolution des compétences attendues, travailler sur l'attractivité des métiers et sur finalement leur GPEC, chose qu'il a été difficile jusqu'à présent de mettre en place. En tous les cas, c'est notre ambition. Plus d'entreprises et de manière plus intégrée. Pour les demandeurs d'emploi, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, on a une opportunité historique d'aller en deçà du plancher qu'on n'a jamais percé en 40 ans, des 7% de chômage. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller vers les demandeurs d'emploi les plus éloignés de l'emploi et leur permettre une réinsertion durable dans l'emploi. Je pense notamment aux bénéficiaires du RSA. Et là, on a tout un récit à tenir sur l'attractivité métier, l'évolution des compétences et la façon dont on peut amener ces gens aussi à se saisir de ce récit de la transition écologique. Enfin, le dernier grand objet de la loi qui, pour nous, est un facteur vraiment puissant pour permettre d'accompagner le marché du travail, c'est la mise en commun. C'est-à-dire qu'on crée un nouveau réseau, le réseau des acteurs pour l'emploi, la formation et l'insertion, qui va nous permettre, on en parlera peut-être à travers des nouvelles gouvernances, de véritablement travailler en commun, en concertation et à base d'outils et de services numériques communs. Donc ces trois facteurs de la loi, on pense, vont vraiment nous permettre de massifier notre action à l'avenir. En quoi la nouvelle gouvernance de France Travail peut-elle contribuer à l'atteinte de ces objectifs? Alors, c'est la gouvernance de France Travail, mais pas que de France Travail. C'est une gouvernance, le réseau des acteurs pour l'emploi, rassemble France Travail, les missions locales, Cap Emploi, un certain nombre d'opérateurs du service public de l'emploi, mais aussi et surtout les collectivités territoriales, en plus de l'État. On va donc mettre en commun l'ensemble de ces compétences, chacun garde ses prérogatives et ses compétences pour mieux travailler ensemble. Et à chaque échelon du territoire. La ministre
à parler du bassin d'emploi. Et je pense que c'est l'un des enjeux. On va créer des nouvelles gouvernances au niveau du bassin d'emploi, au niveau départemental, au niveau régional. Ça se met en place progressivement. C'est ce qu'on appelle les comités territoriaux pour l'emploi. C'est une véritable opportunité, je pense, pour la transition écologique. D'une part, par cette dynamique collective qu'on instille à chaque niveau, avec de la concertation et de la répartition de compétences et de solutions. On pense au continuum formation-emploi, tout simplement, mais aussi par l'articulation des 3 niveaux. On fait le pari avec l'État, avec Région de France notamment, que c'est l'articulation des compétences des collectivités territoriales à chaque niveau qui va permettre d'apporter une solution. On pense à la mobilité, c'est un exemple qu'on prend souvent, mais je pense évidemment très fortement à la transition écologique, parce que si on veut rendre les choses opérationnelles, il va bien falloir avoir aussi du dialogue entre le niveau national et le niveau territorial, mais du niveau régional au niveau local. Et puis on aura de nouveaux outils de partage, notamment de l'ensemble des données pertinentes, et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Hein. Vous nous expliquerez un peu plus en détail. Frédéric Jobert, juste avant de donner la parole à Didier Mamis pour illustrer ce que les COP régionales peuvent produire, en quoi ces COP régionales et les stratégies sectorielles, les plans d'action sectoriels qui ont été dessinés peuvent permettre de contribuer aux enjeux emploi-compétences de la planification écologique? L'objectif des COP régionales, c'est que, en tout cas, chaque collectif régional élabore une feuille de route. Donc, je rappelle un tout petit peu, hein, donc on est d'ailleurs à la fin de cet exercice de COP, qui a démarré avec un autodiagnostic ou un diagnostic de chaque région, non pas pour ajouter du papier sur du papier, mais pour se dire, pour chaque levier de la planification écologique, quelles sont les actions qui sont faites à l'échelle de ma collectivité locale. Donc, pour rappel, on a plusieurs milliers, à peu près la moitié des communes qui sont engagées là-dedans, tous les départements, toutes les régions, toutes les EPCI, levier par levier qui sont bien sûr pertinents pour la collectivité concernée, qu'elle soit urbaine, rurale, etc. Qu'est-ce que l'on fait et ce que l'on fait délivre-t-il des résultats? Donc, sur base de ce diagnostic-là, ensuite, chaque région s'est organisée, et je pense que Didier nous en dira un mot pour PACA, mais un peu de la manière dont elle le souhaitait. Je pense que c'est très important d'ailleurs que ce ne soit pas un exercice piloté par Paris, mais réunit plus ou moins de parties prenantes, plus ou moins de services déconcentrés de l'État, plus ou moins les opérateurs, pour se dire, construisons une feuille de route sur qu'est-ce qu'on veut faire de plus, qu'est-ce qu'on veut faire différemment, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, y a-t-il des choses qui marchent dans tel EPCI et qu'on pourrait répliquer dans tel autre. Et donc, cette feuille de route, elle vise non pas à refaire un SRADET, à refaire un SCOT, mais à lister un certain nombre d'actions qui permettent de changer la manière dont les collectivités travaillent, peut-être d'identifier des besoins de financement supplémentaires, peut-être d'accélérer sur d'autres. Alors le lien avec emploi et compétences, je pense qu'il est très concret. C'est-à-dire que comme on est vraiment sur le terrain, l'idée est de repérer un certain nombre de secteurs sur lesquels il peut y avoir un manque, sur lesquels il peut y avoir un trou, et donc, certaines feuilles de route intègrent typiquement cette question-là en priorité. Travailler avec l'enseignement professionnel, travailler avec les filières économiques locales pour remettre des gens en emploi, en tout cas répondre à un déséquilibre local. Quelques précisions très, très courtes, mais quand même sur l'agenda. Les régions devaient transmettre leur feuille de route d'ici la fin de l'année. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui précisément? Vous les avez toutes reçues, elles sont en cours de finalisation, il y a encore des régions qui sont en retard? Alors toutes les régions ne sont pas au même niveau et je ne citerai aucune de ces régions, mais globalement on en a reçu la quasi-totalité. Et le travail que l'on fait maintenant un peu en bilatéral avec ces régions, c'est de les aider à donner un retour, à les compléter, à les améliorer, à les rendre les plus opérantes et les plus opérationnelles possibles. Et l'objectif, c'est qu'elles soient toutes publiées dans les semaines à venir. Voilà. Merci Didier Mamis. Alors, la région PACA, elle est plutôt en avance. Particularité de la région, il y a un protocole d'expérimentation de la planification écologique qui avait été signé en novembre 2022 avec la première ministre de l'époque, Elisabeth Borne, et le président de région, Renaud Muselier. Puis ensuite, il y a eu la COP régionale signée en novembre 2023. Qu'est-ce que cette démarche d'anticipation a permis de faire au regard des enjeux de votre territoire? Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour votre invitation. Merci de me permettre ce témoignage effectivement un peu territorial de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
dans toutes ces spécificités. En fait, on avait démarré, bien entendu, toutes ces réflexions, ces travaux, avant cet exercice de planification écologique, mais je dirais que cet exercice a permis de le cadrer, de l'amplifier, de lui donner de la visibilité, et également de clarifier un peu les perspectives et les objectifs que nous devions atteindre en termes notamment de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Donc effectivement, nous avions anticipé dans cette région, une région qui est très sensible, je dirais, à ces sujets, comme d'autres, mais avec quand même quelques particularités du fait d'abord sa richesse en matière de biodiversité. C'est un territoire qui comprend 9 parcs naturels régionaux et 4 parcs nationaux. Territoire de montagne, les Alpes, avec la problématique du réchauffement climatique, bien entendu, qui est assez aiguë. Une façade maritime, une mer Méditerranée qui se réchauffe, les questions de remontée du niveau de la mer, des questions foncières également qui se posent très régulièrement dans cette région, avec une bande côtière qui est extrêmement donc peuplée. Donc voilà, un certain nombre de préoccupations qui étaient déjà très prégnantes sur ce territoire et qui fait que, notamment, le Conseil régional s'était déjà fortement engagé sur ces sujets, et son slogan, entre guillemets, c'est dans cette région, nous avons une COP d'avance. Et donc ça tombait bien, puisque effectivement, ces travaux avaient commencé et s'étaient traduits notamment par cette convention signée avec la Première ministre en novembre 2022 à Marseille, lors d'une convention des maires de l'ensemble de la région. Je pense que c'est un point important, parce que cette planification écologique, toutes ces démarches, effectivement, il faut qu'elles puissent descendre complètement dans les territoires, imprégner les territoires, et c'est dans ces territoires, je dirais, qu'on va véritablement transformer un peu nos modes de vie. Dans les caractéristiques de la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a aussi une industrie qui est fortement concentrée et fortement émettrice aussi de gaz à effet de serre. Alors, effectivement, et c'est l'intérêt de la démarche aussi de planification écologique, c'est-à-dire qu'on a eu, au travers de ce qui a été préparé par le SGPE, un éclairage sur le diagnostic un peu initial et les principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre dans leur comparaison. Et c'est vrai que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le secteur industriel est le premier secteur en fait émetteur. Et en plus, c'est un secteur qui est très concentré géographiquement, puisque c'est les Bouches-du-Rhône essentiellement, même s'il y a de l'industrie un peu partout, mais c'est beaucoup les Bouches-du-Rhône et beaucoup autour de Fos et Tandberg, autour du grand port maritime de Marseille. C'est là qu'on a une concentration industrielle et notamment des émetteurs assez forts, au domaine de la sidérurgie, de la pétrochimie, sans citer de nom. Mais voilà. Et donc, nous avons déjà identifié au travers de cette démarche, même si on était déjà sensibilisé à ce sujet, mais disons qu'on a pu vraiment chiffrer, parce que maintenant on a un objectif. Alors, je ne sais pas si ça évoquera quelque chose, mais c'est 6 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre que nous devons économiser dans le secteur industriel sur les 16 millions d'ici 2030. Donc c'est une focale très forte pour nous. Et là aussi, les démarches étaient déjà largement engagées, les professionnels mobilisés sur ces sujets, mais il est absolument indispensable de pouvoir accompagner cette démarche. Et là, les pouvoirs publics sont vraiment attendus, l'État, les collectivités territoriales, l'ensemble des partenaires. Quelques mots, quelques précisions sur les modalités de concertation. Les échanges avec le secrétariat général à la planification écologique pour opérer cette déclinaison territoriale. 2, les échanges avec les différentes étapes, avec les acteurs du territoire. Comment avez-vous procédé ? Alors, les échanges avec le SGPE, je dirais, sont continus. Nous avons la chance, en plus, d'avoir eu des experts de haut niveau, donc, qui ont été positionnés auprès de chaque SGAR, chaque préfet de région, pour nous aider dans cette démarche. Donc, je dirais que le réseau avec le national est en place. Ensuite, effectivement, on a fait tout un travail depuis cette préfiguration en novembre 2022, la COP de lancement, la véritable COP dans son format, je dirais, attendu, en présence de ministres, a été faite en novembre 2023. Et ça a été un peu l'élément déclencheur, effectivement, de tout un travail en groupe thématique. On a eu 10 groupes thématiques sur les différents sujets de la planification écologique. Mieux se nourrir, mieux se déplacer, mieux produire, etc. Avec des experts. Je tiens à souligner aussi l'apport du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche aussi sur ces sujets-là. De l'ensemble des partenaires qui se sont mobilisés. On a eu quasiment 500 personnes qui se sont mobilisées, ne serait-ce que sur ces groupes thématiques. Une COP, c'est un certain nombre d'étapes qui commencent par un diagnostic. Exactement, donc on a partagé ce diagnostic. Sur tout ça, je pense qu'il est important, c'est que chacun soit bien conscient de la situation, la partage. Après, là, c'est un diagnostic régional. Donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de faire descendre encore une fois cette réflexion
au niveau des départements. Et on a organisé les dernières semaines une réunion dans chacun des départements sous l'égide des préfets et du conseiller régional donc, qui a été désigné pour faire cette réunion avec l'ensemble des maires, des élus intercommunaux et des partenaires du monde économique, bien entendu, du monde associatif, donc, qui sont très mobilisés également et très en attente sur ces sujets. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de faire atterrir finalement cette planification et qu'elle se traduise en réalité dans des projets concrets dans les territoires, par exemple les projets de transformation industrielle, les projets d'évolution aussi de nos modes de déplacement, mobilité douce, ferroviaire, sur le bâtiment, etc. Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure 10 groupes de travail, 30 réunions locales. Vous avez impliqué les acteurs économiques, vous leur avez demandé à certains de témoigner sur des actions qui pouvaient être inspirantes et vous avez également pris l'initiative en juillet d'adresser un questionnaire aux collectivités pour recenser les différentes actions existantes et puis leur positionnement aussi au regard de la transition écologique, leurs souhaits. Le questionnaire a été clos le 30 septembre. C'est ça? Non, il a été un peu prolongé? En fait, c'est un questionnaire au public. C'était un questionnaire au public, mais nous avions interrogé effectivement les collectivités territoriales au démarrage de la démarche, en fait en fin d'année 2023, et nous avons eu effectivement des réponses sur un canevas d'ailleurs qui avait été proposé par le SGPE. Tous les départements ont répondu, la région bien entendu, et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale ont répondu, et pas mal de municipalités également, donc qui ont dit en fait clairement ce qu'elles faisaient déjà, et elles font déjà beaucoup, là où elles pensaient encore pouvoir faire plus, et puis là où elles n'avaient pas véritablement de levier et où elles attendaient justement un soutien. Donc ça, c'était un premier niveau auprès des collectivités, et ensuite auprès du grand public, ce questionnaire sur les souhaits d'engagement vis-à-vis de la transition écologique. Voilà, et ce questionnaire, effectivement, grand public, nous avons un peu plus de 4000 réponses. Il a été clos, effectivement, la fin septembre, et il nous montre qu'il y a énormément d'attentes vis-à-vis de l'État et des collectivités sur ces sujets. Le public, en général, a témoigné donc, qu'il estimait qu'on n'en faisait pas assez vite. Voilà, et on les a aussi interrogés sur qu'est-ce qu'ils étaient prêts eux-mêmes à faire. Et donc, on a un certain nombre de réponses sur ben voilà, je suis prêt dans mes déplacements quotidiens à faire tel et tel effort, etc. Et c'est ce qu'on veut avec notre COP, puisqu'on a une COP maintenant qui va être à nouveau organisée en décembre, le 11 décembre, et c'est là qu'on affichera, je dirais, publiquement notre feuille de route. On souhaite que ça se traduise aussi par des engagements concrets de l'ensemble des partenaires qui vont, sur un certain nombre de thématiques et d'actions, s'engager concrètement en étant acteurs de cette COP. Et c'est notre ambition pour le 11 décembre. Aspect intéressant, vous avez aussi choisi de mettre en ligne tous les travaux, donc avec une transparence sur tout ce qui était produit sur un site dédié. J'aimerais que vous nous en disiez un mot, et puis peut-être qu'on peut mettre sur le fil de discussion pour les participants connectés le nom du site connaissance-territoire.maregionsud.fr. Voilà, ce qui montre le partenariat étroit avec le conseil régional. Effectivement, on a choisi de très régulièrement au cours de la démarche, et on va le faire encore dans une réunion qu'on a prévue cette semaine, en fin de semaine, c'est partager énormément tout ce qu'on fait. Alors c'est vrai qu'on a énormément de matière. Par exemple, à l'issue de la première séquence des groupes de travail, même en essayant de prioriser, on avait pas moins de 600 actions qui nous ont été proposées, actions pertinentes, et qui rejoignaient les objectifs de baisse des émissions, de gaz à effet de serre, d'économie de ressources, etc. Et donc, il y a eu tout un travail, effectivement, de synthèse pour arriver à être un peu lisible sur ces sujets. Et donc, je crois effectivement qu'il est très important de partager cette matière. On nous la demande, d'ailleurs. Donc, on a été effectivement sur l'ensemble de le process, une newsletter, et puis donc, on a partagé très largement sur ce site qui est déjà connu, puisque c'est le site qu'on utilise pour partager les données entre régions et États au niveau régional. Donc je pense que c'est apprécié effectivement, et c'est par cette transparence qu'on va pouvoir peut-être emmener plus facilement les différents acteurs du territoire. Oui, il y a un certain nombre de rendez-vous à l'agenda sur les territoires pour présenter les différents enjeux, des focus aussi thématiques. Votre objectif sur les prochains mois, votre agenda dans les prochains mois, c'est d'aller plus loin sur la précision, la finalisation de cette feuille de route? Donc, effectivement, on va faire un état d'avancement là, en fin de semaine avec l'ensemble des partenaires, tous ceux qui se sont investis en fait, dans les groupes de travail, l'ensemble des collectivités territoriales. Et ensuite, donc, notre ambition, c'est d'arriver donc, ce 11 décembre avec une feuille de route donc, partagée qui puisse permettre l'engagement de l'ensemble des participants. Mais je dirais que c'est un peu le début du processus.
puisqu'une fois qu'on aura cette feuille de route avec un plan d'action qu'on va mettre en avant, eh bien, il s'agit ensuite de leur donner vie dans les territoires, et c'est là tout l'enjeu. Avec des acteurs, encore une fois, qui n'ont pas attendu cet exercice véritablement, et c'est très important de pouvoir porter ce message-là aussi, c'est-à-dire qu'on ne vient pas réinventer complètement le sujet, on vient donner un peu de méthode, et on vient accompagner. Et donc à partir de là, notre ambition, c'est que dans les territoires, notamment à l'échelle des EPCI, qui nous semble être la maille intéressante en termes de bassin de vie, pour traiter ces sujets avec les collectivités territoriales. Donc on souhaite qu'un certain nombre de projets puissent être financés, si possible. On a un certain nombre de ressources à mobiliser, puissent être accompagnés en tout cas, et qui vont permettre que, voilà, concrètement, on puisse avoir la transformation industrielle, encore une fois, des modes de déplacement différents, de la densification de l'urbanisation, etc., du recyclage foncier, etc. Oui, avec un début de volet emploi-compétences, on y reviendra tout à l'heure, un volet emploi-compétences qui n'est pas encore présent dans toutes les régions, loin s'en faut, Frédéric Jobert, c'est le volet le plus compliqué finalement. On arrive un peu en bout de course avec un appareil de formation initiale à revoir, à renforcer, un appareil de formation continue à développer, en lien avec les stratégies sectorielles, en mobilisant les différents acteurs, dont aussi les organismes de formation, les branches, etc. Quels sont les différents défis, si vous pouviez nous recenser, selon vous, les principaux enjeux pour être en capacité de décliner ce volet emploi-compétences qui reste le challenge le plus important à ce stade? C'est une excellente question et pas évidente à répondre d'ailleurs. C'est un peu ça qui nous obsède au quotidien et c'est l'équipe d'Emmanuel Schneider qui pilote ça chez nous. Je pense qu'une des difficultés, c'est la première, c'est comment est-ce qu'on sort de l'évidence. Je pense que le fait qu'il y ait des secteurs en tension, tout le monde le constate au quotidien, tout le monde l'a vu. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet de planification écologique, c'est un sujet général. Je pense qu'on peut mettre la question de l'éducation, la question de la santé dedans, etc. Donc c'est des questions qui sont évidentes, connues de tous, et pourtant sur lesquelles on a du mal à avancer, sur lesquelles on a du mal à attraper, je dirais ça concrètement. Pourquoi? Je pense qu'il y a deux problèmes. Le problème, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, Nicolas, c'est le problème de la grammaire et du langage commun. Le fait qu'on n'ait juste pas les mêmes chiffres entre nous, on n'est pas les mêmes façons de parler. Qu'est-ce que c'est qu'un emploi vert, un emploi important pour la transition? Je vais prendre un exemple tout bête, mais est-ce que le métier d'éleveur est important pour la transition? Est-ce que c'est un métier considéré comme vert? Il y a des débats là-dessus. Alors vous aurez chacun votre position. Puis ensuite, éleveur, mais de éleveur de quoi? Est-ce qu'un éleveur porcin est à considérer de la même manière que le métier d'éleveur laitier, que le métier d'éleveur allaitant, etc., etc. Et derrière, ça pose des questions vraiment fondamentales sur les trajectoires de tel et tel secteur dans notre pays, l'évolution de nos régimes alimentaires, l'évolution aussi des pratiques agricoles, quel que soit, je dirais, le maintien ou non d'une activité. Bon. Donc ça, c'est néanmoins, si on veut pouvoir travailler entre nous, il faut qu'on ait les mêmes chiffres, il faut que nos bases de données puissent communiquer, il faut qu'en face d'un besoin de métier, je puisse mettre un nombre de formations, et donc il faut que, encore une fois, dans nos statistiques, nos manières de compter entre le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation, le SGPE, tout l'ensemble des opérateurs de l'État, France Travail, on ait une grammaire commune. Et la difficulté, c'est qu'il faut à la fois qu'on évite de cramer trop de temps de fonctionnaires à se prendre la tête sur est-ce que éleveur de visons, c'est un métier vert ou pas. Malheureusement, cet exemple est réel. Et en même temps, il faut qu'on passe le temps nécessaire pour qu'on passe cette barrière-là, parce que c'est un nœud d'efficacité important, parce que sinon on restera chacun dans nos silos à parler de nos chiffres, à faire nos propres rapports, à se les commenter les uns les autres, mais on n'avancera pas. Je pense que le deuxième problème, et je jette la pierre à personne, mais je pense que historiquement, la question de la planification écologique a été un sujet du ministère de l'écologie. En tout cas, un peu plus la question du ministère de l'Agriculture, peut-être un peu plus la question du ministère de l'Industrie. Nous, notre conviction, et je pense que c'est la conviction d'ailleurs de l'ensemble des ministères, c'est qu'en fait, ça doit être une des priorités de l'ensemble des ministères, y compris le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail, le ministère de la Culture, pour ne citer que. La vision interministérielle, elle ne va pas de soi. Elle ne va pas de soi parce que, et encore une fois, mon point n'est pas que les gens qui travaillent au ministère du Travail considèrent que la planification écologique n'est pas leur priorité, c'est pas ça.
c'est qu'ils sont eux-mêmes coincés dans des injonctions contradictoires, des contraintes budgétaires, des contraintes humaines diverses et variées, qui fait que par construction, on a du mal à travailler ensemble sur ces sujets-là. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à dépasser et à construire un véritable collectif là-dessus. Et je crois que nous sommes en train d'y parvenir. Et d'ailleurs, je remercie CEMISA parce qu'ils arrivent à faire quelque part 2 boulots en un. Et merci à eux. Vous parliez de langage commun, Charlie Nicolas, c'est effectivement cette nécessité aussi d'avoir des nomenclatures communes, des dénominations communes qui ont présidé à tous les travaux autour du ROM 4.0 avec une double focale demandeurs d'emploi entreprises. En commençant par les demandeurs d'emploi, qu'est-ce qui est actuellement mis en œuvre dans le cadre de l'élaboration, c'est itératif, du processus de construction, de renforcement, de consolidation du ROM 4.0 à destination d'une plus grande fluidité dans ce qui est proposé aux demandeurs d'emploi? Ouais, je reprends les termes qui ont été posés juste à l'instant, le partage et la mise à disponibilité. Donc pour pouvoir partager, il faut en effet se comprendre, et donc ce langage commun, il est en cours de construction, et c'est vrai que de façon très très technique, je parle au nom d'un opérateur, on est fortement engagé dans ce qu'on appelle le référentiel des métiers, le ROM, et les fiches du ROM, qui retracent pour chaque métier les compétences attendues. On est parti d'une situation avant 2023 où on avait un peu plus de 500 fiches, 532 fiches, relativement hétérogènes. On mélangeait des emplois de cadre et des emplois ouvriers, et on avait des métiers extrêmement figés en termes de compétences. Depuis l'année dernière, depuis mars dernier, on s'est engagé, pas seul, avec un certain nombre de partenaires, j'y reviendrai, à une refonte totale du ROM, qu'on appelle désormais le ROM 4.0, et avec l'objectif de démultiplier, non pas pour démultiplier les fiches, mais vraiment pour préciser à la fois les emplois, mais surtout les compétences transférables d'un emploi à un autre. Et ça, c'est extrêmement important de penser passerelle entre les métiers. C'est vraiment l'avenir, et pas seulement avoir une vision figée des différents métiers, a fortiori pour la transition écologique, avec finalement le phénomène de verdissement en fait, des métiers qu'on voit venir. Donc l'objectif, c'est 3000 fiches à l'horizon 2025. Et on parlait de langage partagé, c'est vraiment un travail partenarial avec les OPCO, les branches, le réseau des Carrefour, l'État, la DAFG sur l'emploi public, etc. Et ça, ce ROM 4.0, il nourrit énormément d'outils qu'on met à disposition tant des décideurs, on pourra y revenir, que des demandeurs d'emploi. Votre question portait sur les demandeurs d'emploi. Ça nourrit des sites internet, des services numériques qui permettent aux demandeurs d'emploi à la fois de connaître les métiers. On a un site qui s'appelle Changer de métier et qui vous donne finalement les possibilités d'aller d'un métier à un autre, sur lequel on a beaucoup travaillé les métiers verts et verdissants et les métiers pivots de la stratégie de la planification écologique. Donc c'est déjà intégré. Vous avez comme ça un certain nombre d'applications et de services numériques, en plus des conseillers qui peuvent porter cette parole à destination des demandeurs d'emploi, basées sur ce langage commun. Il y a déjà de nouvelles fiches qui ont été élaborées. C'est en cours d'ici à la fin de l'année, avec de nouvelles fiches qui vont être constituées, et avec particularité de ce ROM 4.0, un lien fort avec l'approche par les compétences. Expliquez-nous. Oui, on a vraiment, encore une fois, voulu travailler l'enrichissement vraiment des métiers, de la description des métiers, avec des compétences dites socles, des compétences de base et des compétences additionnelles, pour avoir vraiment des blocs de compétences fiche par fiche. Mais je vous l'ai déjà dit, et de travailler les passerelles entre ces différents métiers, et vraiment le caractère transférable de ces compétences. Donc c'est vraiment un travail de fond, et je suis d'accord, il ne faut pas trop utiliser trop de temps pour ça, mais 2025, ça me paraît pas mal vu l'ampleur de la tâche. Oui, et c'est vrai qu'on voit tout l'enjeu quand on regarde les fiches au RNCP aujourd'hui. On a 30% de correspondance, avec l'objectif quand même à terme d'aller beaucoup plus loin, et que toutes les fiches RNCP comportent justement des
des correspondances entre blocs qui permettent de construire plus facilement les passerelles. Il y a un autre outil complémentaire au ROM 4.0, c'est l'Observatoire 4.0, construit avec le réseau des Cariforef à partir d'Octopilot. De quoi s'agit-il? Alors, Octopilot, c'est vraiment un outil qui avait été financé dans le cadre du PIC et construit par le réseau Cariforef et qui permettait vraiment de visualiser à la fois les besoins de compétences et la disponibilité des offres de formation. Donc, on se base sur cet outil qu'on qualifie de commun désormais, puisque c'est un outil mis à disposition pour construire l'Observatoire des métiers, Observatoire 4.0, qui verra le jour en 2025 et qui permettra aux décideurs, aux organismes de formation, aux entreprises de visualiser à la fois les données du marché du travail, les données de l'offre de formation disponible et les données plus générales économiques. Ça permettra vraiment, dès lors que vous voyez, et on en a parlé tout à l'heure, une tension sur un territoire avec une offre de formation sur un autre qui pourrait être correspondante, de permettre cette correspondante au-delà finalement des limites administratives des régions et des compétences des compétences territoriales. Ça va être vraiment extrêmement puissant pour mettre en commun finalement cette problématique de tension d'une part, d'offres de formation de l'autre et de besoin d'évolution de compétences. Parallèlement, il y a un certain nombre de services, de nouveaux services aux entreprises qui sont en train d'être élaborés. Alors, quel type de service et en quoi ces différents outils vont aider à proposer, à reconsidérer l'offre à destination des entreprises? Mais, pardonnez-moi, mais avant de répondre à votre question, j'aimerais néanmoins, par rapport aux précédents propos, dire combien notre enjeu à France Travail, c'est d'opérationnaliser les diagnostics et les plans d'action qui sont construits dans les COP régionales et de faire en sorte que les plans d'action aussi irriguent largement notre établissement public. Donc on a construit depuis déjà un peu plus de 2 ans des stratégies sectorielles. Concrètement, chaque directeur régional de France Travail est en charge d'un secteur. Et donc ça veut dire promouvoir l'attractivité de ces métiers, organiser des événements, anticiper l'évolution des compétences. Et on est en train de mener un gros travail là, avec les équipes et cet automne pour faire en sorte que finalement toutes les ambitions des COP et tous les travaux de planification conduits sous la houlette du SGPE irriguent ces stratégies sectorielles. C'est une première réponse à l'opérationnalisation demandée. Ça veut dire que pour chaque DR, en charge du nucléaire, en charge de l'éolien, en charge de l'industrie nautique, etc., vous allez avoir une obligation de penser l'évolution des compétences, de penser l'évolution de la stratégie d'achat, de penser l'attractivité des métiers vis-à-vis des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça découle un peu de cette stratégie un peu systémique qu'on est en train de mettre en place. Alors maintenant, pour répondre à votre question beaucoup plus concrète, on a tout un enjeu de rénovation de notre offre de services à l'entreprise qui passe par différents stades et différents outils. D'une part, je pense qu'on a un enjeu, celui de la proactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on répond à la demande de l'employeur. Dans la vraie vie, c'est le court terme qui nous guide. Quand vous avez un demandeur d'emploi en agence qui cherche un travail, quand vous avez une entreprise qui dépose une offre, le conseiller, son premier job, c'est de faire en sorte que pour l'offre, il trouve un demandeur d'emploi qui a les compétences attendues et la motivation. C'est ça la vraie vie. Donc notre ambition, c'est presque un changement de posture. Ça n'empêchera pas ça, cette intermédiation indirecte, mais d'aller vers les entreprises, d'être dans une démarche de proactivité et d'anticipation. On va le mettre en place et on le met en place à travers nos task force entreprises. C'est l'une des actions du réseau pour l'emploi. C'est-à-dire d'aller vers les entreprises pour aller dévoiler leur potentiel d'embauche, mais pas seulement d'essayer de les accompagner pour anticiper l'évolution des compétences. C'est la première chose. Deuxième chose qui n'est pas encore mise en place, on travaille beaucoup sur l'attractivité des offres. C'est-à-dire quand vous déposez une offre à France Travail, si au bout de 30 jours, elle n'est pas pourvue, un conseiller vous rappelle et vous livre un diagnostic de cette offre à travers des outils qui sont d'ailleurs publics.
notamment Data Emploi. Elle permet de vérifier si votre offre elle est attractive, si le salaire il correspond globalement à la moyenne locale, à vous comparer avec la moyenne nationale, etc., etc. Ça serait hyper intéressant d'introduire dans ce diagnostic de l'offre des éléments de prospective finalement par rapport à l'évolution des métiers. Et puis, j'arrête là, on lance à la fin du mois une marque employeur, France Travail Pro. J'en dis pas plus, la directrice de la communication m'a dit « tu ne dis rien demain ». Donc je ferai que du teasing, mais qui va permettre quand même à travers cette marque d'avoir une offre totalement intégrée pour les employeurs. Et étant donné que notre premier objectif, c'est vraiment les TPE, les PME, encore une fois, qui sont celles qu'on doit aller chercher, notamment sur ces enjeux de transition écologique. Ça passe par un site dédié, cette nouvelle marque? Probablement. Probablement. Alors, on va peut-être proposer à la salle de réagir, de questionner, de contribuer. Je vous relais juste en attendant une question d'un internaute connecté à distance qui demande des précisions sur l'articulation des travaux avec l'appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, France 2030, piloté par le SGPI. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus, les uns ou les autres? Didier Mamis, allez-y, je vous en prie. Oui, effectivement, je pense qu'il est important de préciser effectivement quelles sont les ressources qu'on peut mobiliser sur ces sujets. Effectivement, France 2030 est un bon levier. Du fait donc de cette thématique, c'est 1,5 milliard quand même au niveau national, hein, sur les 54 milliards de France 2030, qui sont consacrés donc à ces compétences et métiers d'avenir. Et donc ça permet, dans la région, on a eu 28 projets qui sont soutenus, hein, je vois, quasiment 70 millions d'euros. Donc voilà, ça permet de cibler sur des filières. On travaille beaucoup sur effectivement tout ce qui est énergétique, notamment on a tout un sujet autour de l'hydrogène. On a par exemple le développement aussi de l'éolien en mer. Donc des filières industrielles en général qui peuvent être soutenues en développant donc des formations spécialisées, en réfléchissant effectivement à comment on transforme aussi cet appareil de formation pour qu'il s'adapte. Donc France 2030 est un levier important. Je peux en signaler aussi un autre en termes de ressources, c'est le fonds de transition juste. Alors l'ensemble des territoires n'est pas couvert, hein, mais ce sont des fonds européens qui permettent d'accompagner justement les territoires en transition, notamment industrielle. Et donc, le territoire des Bouches-du-Rhône, compte tenu de ces particularités que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, émarge à ce fonds. Et là, c'est pareil, c'est une 60aine de millions d'euros aussi, qui sont pilotés par la DRETS, en fait, en local, et qui nous permettent, là aussi, d'accompagner les entreprises et les employés aussi, notamment tout ce qui concerne les reconversions ou les formations, justement, à la préparation à de nouvelles embauches. Donc voilà, on a ces leviers qui existent, le PIC-PRI qui a été évoqué également, pour aller aussi là, chercher plus les demandeurs d'emploi. Voilà, je voudrais témoigner quand même d'une mobilisation là aussi des territoires sur ce sujet et de la mobilisation beaucoup aussi des entreprises qui sont vraiment en attente. Et on a un certain nombre là aussi d'expériences qui sont plutôt intéressantes, en attente d'échanges avec eh bien, tous les acteurs donc, de la formation, de l'emploi. On a notamment quelque chose qui fonctionne bien, je terminerai par là, les campus des métiers et des qualifications. On en a un qui est très performant sur ce qu'on appelle l'industrie du futur et qui là aussi travaillé notamment avec l'UIMM et l'ensemble des acteurs donc, de la formation et notamment l'éducation nationale pour justement eh bien, réorienter la formation par exemple en lycée pro, développer l'alternance bien entendu en préparation finalement à ces métiers. Mobiliser également, par exemple, là on a un projet du coup, qui est sorti d'ouverture d'une école d'ingénieurs à la transition écologique qui va être portée par Aix-Marseille Université, qui va ouvrir à la rentrée 2025. Voilà, un certain nombre d'initiatives qui finalement vont apporter un certain nombre de réponses concrètes au regard des besoins des entreprises. Oui, il y a déjà finalement des réunions thématiques sectorielles emploi-compétences qui se sont tenues. Le volet emploi-compétences, il est en train d'être construit. C'est difficile parce qu'on l'a vu à travers vos propos et les sigles utilisés, il faut aussi se connecter à un certain nombre de dispositifs et de démarches qui font le charme de l'écosystème emploi-formation français. Tout à fait, mais on a des spécialistes dans les territoires. Donc on a France Travail qui nous permet de décoder tout ça. On a effectivement les services de l'État, on a les services de la région, les établissements publics de coopération intercommunale, les métropoles également sont très mobilisés sur ces sujets.
Donc voilà, on est en train de mettre en place justement le dispositif de comitologie pour l'emploi. Voilà, donc je pense que voilà, on est bien armé et on a encore une fois les spécialistes de ces sujets qui peuvent bien travailler concrètement ce sujet des compétences. Merci pour ces éléments. Peut-être une intervention, une question depuis la salle. Monsieur lève la main si on peut lui tendre. Et madame, juste après, le micro. Merci de bien vouloir vous présenter, s'il vous plaît. Dominique Chauvin, prospectiviste. Dans l'introduction de Cédric Odenis, on a évoqué la prospective des métiers. Effectivement, c'est important. Mais pour faire correctement cette prospective des métiers, il faut faire d'abord une prospective, et la prospective de la transition énergétique. La vision qu'on peut avoir collectivement de où on va et comment. Prospective n'est pas planification. Et à mon avis, ce qui manque le plus, c'est une prospective collaborative. C'est-à-dire une prospective qui soit partagée, qui soit, vécue par tout le monde. Et dans l'attractivité des métiers que vous avez évoqués, madame, ces métiers seront d'autant plus attractifs s'ils s'appuient sur cette prospective collaborative partagée que tout le monde a en tête. La pire des choses, ce serait de développer aujourd'hui des contresens prospectifs, c'est-à-dire des sujets évanescents qui vont s'arrêter très vite. Or, le problème, c'est qu'il y a des contresens prospectifs. J'en citerai qu'un que j'avais dénoncé en 2018, qui était la pensée unique en France à l'époque, qui était l'hybride rechargeable. Qui défend l'hybride rechargeable aujourd'hui? Je serais curieux de le savoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les contresens qui sont prospectifs, qui sont développés actuellement, parce qu'ils ne sont pas débattus. Et du coup, ils sont très difficiles d'être évités, y compris par le président de la République au JT de 20h le 25 septembre 2023, qui a proposé un axe dont on peut débattre. Et la vraie question que je voudrais évoquer, c'est pourquoi le secrétariat général à la transition écologique n'a pas voulu me recevoir, par exemple, pour évoquer ces contresens prospectifs et qu'on en débatte en amont de la planification. Merci, monsieur. Alors, peut-être élément de rebond autour de ces propos-là. Est-ce que dans un premier temps, Frédéric Jobert, notamment dans le cadre du SGPE, c'est vrai qu'il n'a pas fallu aller un peu tambour battant pour mettre en place les différentes analyses quanti, aller très vite, etc. Un exercice qui était plutôt descendant au démarrage, avec aujourd'hui le vrai enjeu, question posée peut-être aussi à Didier Mamis, d'être plus collaboratif. Oui, je crois que vous mettez le doigt sur une difficulté qui est il reste un certain nombre d'incertitudes, un certain nombre de sujets sur lesquels il y a encore des débats, sur lesquels il y a encore des consensus scientifiques à construire, sur lesquels il y a encore potentiellement plusieurs options à évaluer ou à garder vivantes. Et néanmoins, la nécessité de disposer néanmoins d'une trajectoire, d'un chemin, d'une cible sur laquelle on puisse travailler tous collectivement. Et donc, il faut qu'on vive effectivement à la fois de disposer d'une copie, de reconnaître que cette copie elle va évoluer au fur et à mesure, de savoir quels sont les champs d'incertitude là-dedans, de garder les options ouvertes quand on en a besoin et de gérer ce plan qui est en mouvement en permanence, quoi. Et avec une vraie difficulté, Didier Mamis, c'est que finalement, quand on organise des réunions départementales dans les bassins d'emploi, etc., il y a un certain nombre d'acteurs qui lèvent la main pour participer. Voilà, ils sont volontaires pour participer à ces groupes de travail. On n'a pas forcément tous les acteurs qui sont présents. On a des trous dans la raquette, on a des acteurs à fédérer, à mobiliser. Et ça, c'est pour le processus collaboratif, c'est un vrai enjeu. Oui, mais quand même des acteurs qui sont volontaires, donc qui veulent vraiment s'engager. Je pense qu'on n'a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour sensibiliser à ces enjeux, etc., à cette dynamique. Et donc, on a des exemples très concrets dans les territoires où nos entreprises se mobilisent et attendent des réponses. Encore une fois, le cas du bassin de Fosberg, dans cette transition industrielle, c'est 10 000 emplois à la clé, quand même. C'est 10 000 emplois qui sont annoncés en création pour des entreprises qui vont produire du panneau photovoltaïque, un port qui va développer une compétence sur les éoliennes en mer, en termes d'assemblage, construction, etc. Et donc, la mobilisation vous a plutôt surpris? La mobilisation des acteurs? La mobilisation, elle est là. Après, effectivement, c'est à nous d'y répondre
en mettant un peu tout le monde autour de la table. Et sur ces sujets très concrets, du coup, c'est plus facile d'avancer, je dirais. Parce qu'on a des entreprises, on a des besoins qui s'affinent, qui sont très précis, qui sont quantifiés. Et donc, on met en face, finalement, l'appareil de formation initiale continue. Et donc, voilà, on essaye de faire bouger ensemble, finalement, l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Il y avait une autre question ici, madame, je vous en prie. Geneviève Boucher, de la Fabrique du Futur et Forum Athéna. Je suis étonnée de vous voir revenir sur la notion de métier. La notion de métier, elle était très très forte avant la Révolution française, hein, tellement forte qu'un fils de forgeron devait être forgeron pour transmettre le métier, la clientèle. Ensuite, à l'ère industrielle, on a fait des métiers, hein, je ne sais pas, chaudronnier, etc. Moi, je viens de deux univers, l'économie et surtout le numérique. Quand quelqu'un vous dit qu'il est économiste, vous ne savez pas grand-chose sur lui. Hein, et quand quelqu'un vous dit « je travaille dans le numérique », il n'est pas capable de désigner véritablement son métier, ou quelquefois il donne un nom, par exemple prompt, mais c'est très vague, prompt. Par contre, dans le monde de l'entreprise, il y a belle lurette qu'on essaye, quand on rédige une annonce, et j'ai participé à des milliers de rédactions d'annonces, le secteur dans lequel on veut intervenir, donc la pâtisserie, l'aéronautique, voilà. Hein, et puis après, on s'attarde sur les expertises et les talents. Est-ce qu'on est ouvert, on cherche le contact, ou au contraire, on cherche le contact avec la matière, ou le contact avec les personnes, etc. etc. Et quand on veut faire des déclarations, autrefois c'était NPE, on nous demandait des classifications, mais c'était juste n'importe quoi. Donc je vois que vous êtes en train de reprendre la copie. Mais pourquoi vous restez attaché à la notion de métier, alors que c'est une notion qui est en train de s'effacer, à tel point que les instituteurs, en début d'année, quand ils demandent le métier des parents, en général, ils n'ont rien. Et ils n'approfondissent pas, parce que l'enfant, il sait pas. On lui dit « Qu'est-ce qu'il fait ton papa ?» Il va au bureau. Merci de votre remarque. Alors, intervention courte, mais rebond peut-être dans la salle, et puis peut-être que les partenaires sociaux, tout à l'heure, auront à cœur de répondre aussi à cette remarque sur les métiers. Charline Nicolas. Ouais, merci beaucoup pour la remarque. Alors, oui, métier, c'est plutôt des emplois. On parle désormais d'emplois. Après, je ne crois pas que l'un soit contraire à l'autre. On a besoin d'une classification des emplois avec des compétences ou des blocs de compétences associés. On l'a vu dans tout le travail de planification écologique. Il faut bien qu'on pense au verdissement de ces compétences-là, à l'acquisition de nouvelles compétences, à l'évolution des compétences aussi par emploi. Je pense que c'est absolument fondamental. Mais ça ne veut pas dire que le recrutement se passe uniquement selon cette catégorisation-là. Je veux dire, aujourd'hui, on privilégie en effet les savoir-être, tout ce qu'on intitule soft skills, et on privilégie en plus des modes de recrutement totalement alternatifs. Donc, on est bien loin du CV traditionnel avec on coche un emploi avec telle compétence. Aujourd'hui, on fait des job dating inversés, des immersions. On a vraiment des solutions totalement alternatives au CV traditionnel pour permettre de valoriser les expériences, les expertises et les savoir-être du demandeur d'emploi. Donc, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Merci pour ces éléments. Il y a le prisme certifiant, certification métier, puis il y a des attendus qui peuvent aussi s'adresser par d'autres biais. Alors peut-être une dernière remarque ou intervention. Il y avait une main qui se levait sur la gauche, Clémentine. Bonjour à tous, Célia Prudent de la Fédération nationale des transports routiers. Merci pour le partage de ces premiers éléments. Ma question s'adresse à Madame Nicolas. Vous avez évoqué l'Observatoire 4.0. Je trouve que c'est un projet très intéressant. Est-ce que les branches professionnelles seront associées à la gouvernance de cet outil? Merci. Là, je me retourne vers Catherine. En tous les cas, les branches sont associées au travail du ROM 4.0 qui fonde l'Observatoire des métiers. Donc, Catherine, voilà, a priori, si Catherine Beauvois est dans la salle et peut répondre précisément
à 7. Mais je la vois plus, elle a dû... elle est sortie. Elle sera présente cet après-midi et En tous les pourra cas, les branches peut-être sont détailler. associées au Oui. travail sur le ROM 4.0. Donc, comme le ROM 4.0 fonde en fait différents outils, dont l'observatoire, indirectement, la réponse est oui à 100%. Après, sur votre question précise sur l'observatoire, je reviendrai vers vous si ça vous va. Merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos contributions également. Alors, place à la deuxième séquence. On va faire un focus sur la rénovation énergétique des bâtiments. 3 interlocuteurs, Hélène Garner de France Stratégie, Pierre Leblanc de la DARES et Simon Huchetot, qui est coordinateur gouvernemental du plan de rénovation énergétique des bâtiments. Ils me rejoignent.